Votre honneur, dit au procès de l'homme l'avocat du crapaud, j'appelle à témoigner le citoyen le plus éminent des crapauds. Buffo marinus, le crapaud géant d'Amérique du Sud. 20 cm de long, capable sans bavure d'avaler une souris. Je fais constater à la cour qu'il projette sa langue, dont le bout est collant. Mais le voit-on baver? Nullement. À présent, dit l'avocat du crapaud, j'appelle à témoigner mon client, partie civile dans ce procès historique intenté à l'homme. Nom et prénom latin, Buffo, Buffo. En français, crapaud, crapaud. Ou, si l'on veut, the crapaud. Commun en Europe. Puis-je lui demander, en tout amphibien tout honneur, de tirer la langue au tribunal. Voyez comme elle est attachée en avant de sa bouche, comme celle du crapaud géant, ce qui lui permet de la projeter plus loin. Mais l'avez-vous vu baver? Point. L'un des monuments de la bêtise humaine est donc, déjà, cet aphorisme français. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Sentence populaire que je demande au tribunal de déclarer non fondée. Mon client ne bave pas, même la bouche pleine. Et je propose d'établir à présent que c'est l'homme, au contraire, qui n'a cessé depuis des siècles de baver sur son dos. Ainsi parla l'avocat du crapaud, qui produisit des pièces à conviction. Modène, en Italie, 1768. Pour voir, en pleine fécondation, si un crapaud va lâcher sa crapaude, un savant lui coupe la tête et lui brûle les cuisses. Le crapaud ne lâche pas. Et il avoue tranquillement dans son livre, « Ma barbarie n'a pas interrompu son ardeur abjecte. » Signé Lazare Spallanzani, un grand naturaliste italien, en plus un jésuite. En fait, dit sur ce point l'avocat du crapaud, on sait aujourd'hui que mon client a, comme vous et moi, votre honneur, des zones érogènes. Avec cette circonstance que, pendant 3 semaines au printemps, elles deviennent tyranniques au point qu'il saute sur tout ce qui bouge et ne peut plus le lâcher. Dans son ardeur abjecte, selon le jésuite, il lui arrive bien sûr de sauter sur un autre mâle. Notez que si un autre mâle veut l'enserrer lui-même, alors qu'il enserre une femelle, il pousse des cris avertisseurs comme ceci. Et, au besoin, il flanque des coups de savate en arrière, comme ceci. Plus grave, on peut voir qu'un mâle ayant agrippé une femelle, d'autres ont voulu l'agripper lui-même, et ils finissent par la noyer, sans pouvoir se lâcher, tant le réflexe d'enserrer est puissant. Ce qui a fait dire à Darwin lui-même, les passions du crapaud sont vives, quoiqu'il ait le sang-froid. Ainsi, le puritanisme des savants des XVIIIe et XIXe siècles a-t-il fait du crapaud un obsédé sexuel, alors qu'il ne l'est que 3 semaines par an.
Qui plus est, il féconde les œufs de sa femelle une fois qu'ils sont pondus dans l'eau. Il n'y a même pas pénétration. Mieux encore, voyez ce crapaud qui, lui, fait ça hors de l'eau. Alites obstetricans, le crapaud accoucheur. Il féconde les œufs à la sortie, puis il enroule autour de ses pattes le cordon gélatineux qui les maintient en pelote. Il est capable de revenir le soir suivant, faire la même chose avec une autre, et de porter ainsi plus d'une centaine d'œufs fécondés enroulés sur ses pattes, pour les tremper dans l'eau de temps en temps. Connaissez-vous beaucoup d'hommes capables d'être ainsi à la fois des maris accoucheurs et des pères porteurs? Ainsi parla l'avocat du crapaud, et il enchaîna. Plaise à la cour à présent d'entendre Bombina, Bombina. Bombina, Bombina, de bombinus en latin, bourdonnement. En français, le crapaud sonneur. Ce crapaud, dont les taches colorées signifient pour les prédateurs « Attention, je suis empoisonné », sonne de son corps grâce à ses sacs vocaux pour attirer une femelle, toujours dans l'eau, une mare, une flaque. Par une nuit chaude, il sonne ainsi jusqu'à 18 fois par minute. Maintenant, suivez bien ce que nous avons fait pour ce film et que n'importe qui peut faire. Un deuxième son, presque identique, répond à Bombina. Ce n'est pas un autre mâle, c'est un homme, avec un pipeau. Que fait Bombina? Il tient compte aussitôt de ce deuxième appel. Il diminue de moitié la fréquence du sien, l'amenant à 9 sons par minute. Pourquoi? Parce que le récepteur des femelles Bombina est réglé sur 18 appels maximum à la minute. Si deux mâles voisins émettaient en même temps, la femelle entendrait une crapophonie qui ne lui dirait rien. Au contraire, notre témoin, croyant avoir affaire à un mâle voisin, s'arrange aussitôt pour qu'une femelle entende, malgré tout, la fréquence d'appel qui l'attire, 18 fois par minute. Et quand le pipeau est un vrai mâle concurrent, il respecte aussi cet accord. Un coup toi, un coup moi. On verra bien sur qui elle tombe. Qu'importe le crapaud, pourvu qu'elle ait le sperme. C'est la reproduction qui compte, pas le mâle. Beaucoup d'hommes seraient-ils capables d'une telle abnégation? Merci de son témoignage à Bombina Bombina, qu'il nous excuse de lui avoir joué du pipeau, et j'appelle à la barre le crapaud Pipa. Pipa, c'est le nom qu'on lui donne en Guyane. C'est un crapaud quasi légendaire. Pendant 2 siècles et demi, depuis qu'on l'a découvert au Suriname en 1705, jusqu'en 1960, on n'a rien compris à sa manière de se reproduire. Le mâle enserre sa femelle comme ceci. Aussitôt, le couple s'envoie en l'eau. Mais observez bien, c'est au milieu du looping, pendant la seconde où ils ont tous les deux le dos tourné vers le bas, que la femelle pond d'un seul coup entre 3 et 10 œufs. Ils sont forcément envoyés vers le ventre du mâle, légèrement en retrait. Aussitôt, demi-tour tête en bas. Et c'est là, en replongeant, que le mâle relâche un peu son étreinte pour que, dans le mouvement, les œufs glissent vers l'avant, vers le dos de la femelle. Et en même temps, paf, il les féconde. Et, votre honneur, quand je dis paf, c'est pour exprimer à la fois la rapidité et la précision acrobatique nécessaires chez les deux partenaires. D'abord, elle. Tout œuf qu'elle pond en dehors de la seconde où ils sont en vol sur le dos retombe au fond et périt. Quant à lui, non seulement il doit éjaculer
dans la seconde où il s'écarte, en même temps qu'il fait glisser les œufs pondus vers l'avant, mais il doit aussitôt, à la fin de la seconde, les empêcher de se perdre en les plaquant sur le dos de sa femelle. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'ils doivent rester. Quand Madame Pipa en a plein le dos, jusqu'à une centaine d'œufs, pondus et fécondés en une quinzaine de loopings, que se passe-t-il? Les œufs s'enfoncent, peu à peu, dans la peau de son dos, qui se resserre autour. Au bout de 3 mois, les têtards quittent le dos de leur mère. Tout cela réussit grâce à un numéro unique au monde, la fécondation en looping, dont aucun homme, je vous le demande, fut-il jamais capable. Ainsi parla l'avocat du crapaud, et quand le président eut fait taire les murmures, il reprit. À présent, votre honneur, voyons. À part une sexualité soi-disant abjecte, de quoi d'autre dans l'histoire fut accusé mon client? Paris, 1802. Le crapaud est I2. Dixit, Georges Cuvier, patron du Muséum d'histoire naturelle. Serait-ce que le crapaud n'a pas de menton? Évidemment, lui, il en avait un. Paris, même époque, celle de Napoléon. Tout est vilain dans le crapaud, y compris son nom. Fin de citation. Évidemment, crapaud vient de l'anglais to creep, ramper. À l'époque de Napoléon, l'anglais, pour un Français, c'est la dernière race après les crapauds. Et s'il en est un qui a rampé toute sa vie, c'est bien l'auteur de ce jugement. Le naturaliste Lacépède, partisan de la Révolution, puis de Napoléon et enfin de Louis XVIII. De tout le monde, sauf du crapaud. Or, comment appelait-on les centristes de l'Assemblée qui jamais comme lui n'avaient d'opinion tranchée, de peur que leur tête ne le soit? Les crapauds du Marais, dont il fut président. Il y a à Paris, dit l'avocat du crapaud, une rue Lacépède et une rue Cuvier. Voyons s'il y a, au sens de l'évolution, comme il le pensait, une impasse du crapaud. Toulouse, en France, 1619. Après lui avoir arraché la langue avec une tenaille, on fait brûler vif un homme de 34 ans, Lucilio Vanini, savant et philosophe italien, accusé de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé chez lui un crapaud dans un bocal. Autant dire Satan in vitro. Université de Kassel en Allemagne, 1982. Séance de test visuel. Le chercheur constate que, pour un crapaud, un ver, ça peut ramper horizontalement ou en biais. Mais un ver qui se présente au garde à vous, c'est n'importe quoi. Un ver qui vole horizontalement, pas comme un vermisseau, mais comme un vermicile, pourquoi pas? Tiens, un verre de Formule 1.
Autre série d'expériences, et suivez bien, car le savant moderne a son idée. Ça, d'accord, c'est courant. Une chenille en train de monter ou descendre le long d'une tige verticale. Bah, où elle est passée? Allons bon, un venir, un ver non identifié. Aucun intérêt. Ça, d'accord. Une chenille en pente. Mais ça, zéro. Une incrapossibilité. À présent, votre honneur, dit au président l'avocat du crapaud, suivez-moi bien. Voici que le savant vient de mettre à nu le cerveau du crapaud. Pour implanter sur l'un de ses neurones visuels, un seul, une microélectrode en relation avec un oscilloscope. Grâce à quoi, face à des soi-disant vers qui défilent, selon qu'ils sont pour lui vraisemblables ou non, vous allez voir à gauche de l'écran, dans le noir, la réaction du neurone branché. Bon à manger, miam miam. Pas miam miam du tout. Re-miam miam. N'importe quoi. Ça, oui. Ça, non. Vu comme ça, de la fenêtre d'un seul neurone, ça a l'air tout simple. Mais voici que l'électrode est fixée sur un autre neurone, dans un autre endroit du cerveau. Et là, surprise. On trouve un neurone qui contredit le premier. Devant un ver plausible, il transmet « bof », et devant des vers invraisemblables, il dit « oui, oui, bon à manger ». Il y a donc, dit le savant, dans le cerveau du crapaud, des neurones qui se contredisent. Les uns lui disent qu'il est devant une proie, les autres lui disent le contraire. La décision étant prise, je cite le chercheur, grâce à un système de collaboration démocratique entre les neurones. Des neurones visuels qui votent à l'assemblée cervicale. Mais alors, se dit l'homme, je dois pouvoir faire voter les neurones que je veux. Une électrode là où il faut, une impulsion électrique envoyée par un fil. Et voilà, le crapaud croit qu'il est devant un ver. En intensifiant un peu le courant, on lui fait même croire qu'il est en train de l'avaler. Il fait même le geste de se nettoyer le museau. Et il cligne des yeux. C'est toujours ce qu'il fait pour avaler. Comme ici le crapaud géant. Il abaisse ses globes oculaires pour qu'il fasse saillie dans son palais, ce qui pousse la proie vers le fond de sa gorge. Littéralement, il avale des yeux. À présent, dit au procès de l'homme l'avocat du crapaud, j'en viens au plus beau. Normalement, ce qui fait peur au crapaud, c'est quelque chose de grand qui bouge un peu au-dessus de lui. Achtung, prédateur. Même si c'est la main de l'homme. Mais si on l'habitue à se voir nourrir par cette main, au bout de 2 semaines, il n'a plus peur. Au contraire, il réclame « Bah, et mon verre ?» Dans son assemblée cervicale, les neurones visuels de l'opposition, ceux qui votaient prédateurs, finissent par voter par ici la bonne chenille. Et le savant, qui a repéré où sont ces neurones contradictoires dans le cerveau du crapaud, que fait-il? Après avoir coupé au bistouri la communication entre l'œil du crapaud et les neurones qui lui disent qu'il est devant une proie, il envoie de l'électricité aux autres. Résultat, le crapaud est persuadé
qu'il est devant un prédateur. Il se dresse pour agrandir sa silhouette, essayant de faire peur. Finalement, il se sauve. Maintenant, l'inverse. La liaison entre l'œil du crapaud et les neurones avertisseurs de danger a été coupée, nerf tranché. Résultat, il se prend pour super crapaud. Il croit qu'il peut tout manger. Plus de censure, plus de débat entre les neurones du cerveau du crapaud. Il n'a plus peur de ce qu'il devrait prendre pour un prédateur. Venez voir du savant la dernière des trouvailles. Grâce à son bistouri, le crapaud qui déraille. En fait, conclut au procès de l'homme l'avocat du crapaud, mon client demande qu'il soit dit, premièrement, que c'est l'homme présumé savant qui, après l'avoir jugé laid, satanique, obsédé sexuel et stupide, continue encore aujourd'hui à dérailler avec le crapaud. Et deuxièmement, qu'au train où va l'homme, il devrait faire le coup à ses propres neurones. Leur faire prendre le TGV pour une saucisse à grande vitesse.